Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le système adrénergique. Vous avez été très nombreux à me la demander après celle sur le système cholinergique, donc la voici. Et du coup, je publierai également des vidéos sur les autres systèmes puisqu'elles ont l'air de beaucoup vous intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Le système adrénergique est médié par les catécholamines, qui sont l'adrénaline, la noradrénaline et même la dopamine. Il s'appelle adrénergique car on pensait que seule l'adrénaline agissait dessus, mais en réalité non. Ce sont des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs, et pour rappel, un neurotransmetteur c'est une substance chimique libérée par des neurones pour aller agir sur d'autres neurones ou d'autres cellules afin de transmettre une information nerveuse. Le système adrénergique peut aussi être appelé système nerveux sympathique, car c'est le système sur lequel il agit, et plus particulièrement sur le système nerveux périphérique autonome, qui fait partie du système nerveux sympathique. Il régit les fonctions sur lesquelles on n'a pas de contrôle volontaire, comme les battements du cœur ou encore les sécrétions digestives. D'ailleurs, parfois, on peut appeler le système nerveux autonome le système viscéral. Je ne vais pas expliquer ce qu'est le système nerveux sympathique car je compte faire une vidéo dessus, puisqu'il mérite sa propre vidéo, tout comme le parasympathique. Et je vous mettrai les liens en description. Les catécholamines sont synthétisées à partir d'acide aminé, qui est ici la tyrosine. C'est un acide aminé non essentiel, car il peut être synthétisé dans le corps à partir de la phénylalanine, qui, elle, est un acide aminé essentiel. Pour rappel, il existe 20 acides aminés, le corps est capable de fabriquer lui-même certains, mais il y en a 9 qu'on appelle acides aminés essentiels, qu'il n'est pas capable de synthétiser et doivent donc être apportés par l'alimentation. Ça ne veut pas dire que les non essentiels ne sont pas importants, ça veut juste dire qu'ils ne dépendent pas de notre alimentation. Notre corps peut les synthétiser et c'est le cas de la tyrosine qui nous intéresse ici. Sous l'effet de l'enzyme tyrosine 3-hydroxylase, la tyrosine donne la L-dopa en ajoutant simplement un OH. Ensuite, la dopa-décarboxylase donne la dopamine en enlevant l'acide carboxylique. Puis, la dopamine bêta-hydroxylase va ajouter un OH à la dopamine pour donner la noradrénaline. Et enfin, l'ajout d'un méthyle par la PNMT donne l'adrénaline. L'enzyme la plus importante du système adrénergique, c'est la tyrosine hydroxylase, car lorsqu'il y a cette enzyme, alors on peut synthétiser la L-dopa, et puis toutes les autres réactions se font facilement en fonction de l'endroit où on est. Si on est dans le striatum, la réaction s'arrête à la dopamine, mais les neurones adrénergiques ou les nerfs sympathiques contiennent dans leur vésicule l'enzyme dopamine bêta-hydroxylase qui synthétise la noradrénaline, et on s'arrête là. Et puis, si on est dans la médulo-surrénale, qui est dans la glande surrénale située juste au-dessus des reins, on va jusqu'à l'adrénaline grâce à la PNMT. Voilà pour ces 3 catécholamines. Pour qu'elles agissent, il leur faut bien entendu des récepteurs et ce sont les récepteurs adrénergiques. Ils font partie de la famille des RCPG pour récepteurs couplés à la protéine G, comme les récepteurs muscariniques dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Ils sont métabotropes, ce qui veut dire qu'il y a un métabolite qui vient agir dessus et à 7 domaines transmembranaires. Il y en a 2 grands types, alpha et bêta. Et puis, il existe 4 sous-types, alpha 1 et 2 et bêta 1 et 2. Leur activation aura des effets différents, comme on va le voir. Mais de manière générale, retenez qu'ils ont tous un objectif commun, c'est de préparer le corps à un effort physique ou à une dépense énergétique. D'ailleurs, quand on sécrète de l'adrénaline, c'est dans une situation de stress ou de danger dans laquelle il faut fuir. Et c'est ça l'objectif général du système adrénergique, mais on verra que pas seulement. On va se concentrer ici sur les neurones noradrénergiques, où la synthèse va s'arrêter à la noradrénaline. Les récepteurs sont situés en postsynaptique et présynaptique. Ces différents récepteurs sont reliés à différentes protéines G. On va commencer par le récepteur alpha 1 qui est relié à une protéine GQ, qui est activatrice de l'enzyme phospholipase C ou PLC. Alors comment cela va se faire? Déjà, il faut savoir qu'on l'appelle protéine G car elle utilise l'échange GDP et GTP comme interrupteur moléculaire pour activer ou inhiber des réactions dans la cellule afin de participer à la transduction du signal cellulaire. De cette façon, la phospholipase C sera activée pour qu'elle clive son substrat le PIP2 en diacylglycérol ou DAG et en IP3. L'IP3 va aller activer le canal calcique sur le réticulum endoplasmique pour faire sortir du calcium dans le cytosol. Cette augmentation du calcium intracellulaire permet la contraction musculaire. Ces muscles qu'elle contracte sont situés à différents endroits. Tout d'abord dans les yeux pour provoquer une mydriase, dans les vaisseaux pour une vasoconstriction, dans l'utérus et aussi dans le sphincter urinaire causant parfois des difficultés mictionnelles.
voire rétention urinaire. Les récepteurs alpha sont situés dans d'autres endroits, mais ça c'est les effets majoritaires, c'est là où ils sont le plus concentrés, et en particulier les vaisseaux avec un effet principal d'hypertension artérielle, à cause de la vasoconstriction. Le récepteur alpha 2 maintenant est lié à une protéine GI, qui est inhibitrice cette fois-ci, avec pour objectif l'inhibition de l'adénylate cyclase qui va normalement transformer l'ATP en AMPC, pour ainsi activer la protéine kinase A, qui est une enzyme qui active différentes protéines. Tout ce processus sera alors inhibé pour diminuer la concentration d'AMPC intracellulaire et donc l'activité de la PKA. Ce récepteur est principalement présent en présynaptique pour inhiber la libération des catécholamines quand il y en a trop. En gros, il a un rôle de rétrocontrôle négatif sur les catécholamines. On va alors avoir un effet inverse au précédent, avec de l'hypotension cette fois-ci. On peut également retrouver ce récepteur alpha 2 au niveau du pancréas, causant une diminution de la sécrétion d'insuline. Les récepteurs bêta, eux, sont liés à la protéine GS, qui est stimulatrice. Ils agissent aussi sur l'adénylate cyclase, mais cette fois-ci, ils l'activent, donnant lieu à une augmentation de la MPC intracellulaire et une augmentation de l'activité de la PKA. Les récepteurs bêta 1 sont localisés principalement dans le cœur, et leur activation provoque une stimulation cardiaque, avec des effets batmotropes, inotropes, chronotropes et dromotropes positifs respectivement. Les bêta-2, eux, sont plutôt présents dans les poumons et leur stimulation provoque une bronchodilatation, et c'est pour ça que les bronchodilatateurs utilisés dans le traitement de l'asthme par exemple sont appelés des bêta-2 mimétiques. Les bêta-2 ont aussi d'autres localisations importantes, notamment dans l'utérus avec une relaxation utérine, mais aussi une vasodilatation des coronaires pour augmenter la perfusion du cœur. Comme on se perd un peu avec tous ces effets différents, je vous ai fait un petit résumé avec les notions importantes pour chaque récepteur. Ils agissent à plusieurs niveaux, comme on l'a vu, notamment dans le cœur, les vaisseaux sanguins, les poumons, les yeux, l'utérus et le système digestif. Mais cette liste n'est pas exhaustive, c'est les principaux qui seront éventuellement en cause dans des pathologies lorsqu'ils seront trop ou pas assez activés par exemple. Ils vont activer ou inhiber soit la phospholipase C, soit l'adénylate cyclase. Il faut bien retenir que les récepteurs alpha sont situés dans tous les vaisseaux et provoquent une vasoconstriction au niveau des récepteurs alpha 1, alors que les bêta sont seulement dans les vaisseaux des muscles striés et provoquent une vasodilatation avec les bêta 2. Les récepteurs bêta sont vraiment prépondérants dans le cœur, surtout bêta 1, et permettent sa stimulation, mais les autres récepteurs y sont également présents. Les alpha 2, c'est principalement la diminution de la libération de noradrénaline et puis tout le reste qu'on a déjà vu. Il y a bien évidemment des médicaments qui agissent sur ce système, avec tout d'abord les agonistes adrénergiques qu'on peut également appeler sympathomimétiques. Ces agonistes stimulent les récepteurs alpha 1, on peut les classer en deux groupes. Ceux qui pénètrent dans le cerveau et ont surtout des effets centraux, ça sera le modafinil, utilisé contre la narcolepsie. J'ai fait une vidéo sur ce médicament, je vous mets le lien en description. Et ceux qui ne traversent que peu ou pas la barrière hémato-encéphalique et dont les effets périphériques prédominent. Ils sont principalement vasoconstricteurs, ils seront ainsi indiqués pour traiter différentes pathologies comme l'hypotension orthostatique, avec la midodrine, très utilisée dans le Parkinson, ou l'éthyléphrine. Ensuite, dans des collyres midriatiques, comme la phényléphrine. Contre la migraine, avec par exemple l'ergotamine et la dihydroergotamine, qui est un spray nasal. Pour diminuer la diffusion d'anesthésiques locaux, comme dans l'association de xylocaïne et d'adrénaline, ou la xylocaïne et l'anesthésique. Et aussi contre la congestion nasale, avec la nafazoline retrouvée dans le spray nasal d'Erinox. Donc ça, ce sont les récepteurs alpha 1. Les agonistes alpha 2 adrénergiques vont diminuer la libération des catécholamines par leurs effets majoritairement présynaptiques, dont je vous ai parlé. Les alpha 2 adrénergiques qui traversent facilement la barrière hémato-encéphalique, donc centraux, diminuent la libération des catécholamines au niveau des centres de régulation de la pression artérielle. Ce sont des hypotenseurs centraux qui diminuent le tonus sympathique. On les appelle aussi des sympatholytiques. Donc là, ce ne sont pas des sympathomimétiques, car étant donné qu'ils ont un effet de rétrocontrôle négatif sur les catécholamines, on se retrouve avec un effet inverse à celui des catécholamines, puisque leur libération est diminuée. Ils peuvent être utilisés en pratique comme anti-hypertenseurs centraux, mais pas en première intention. Le médicament de référence de ce groupe est l'alpha-méthyldopa, qui peut être indiqué dans l'hypertension de la femme enceinte. Il y a également la clonidine, rilménidine, moxonidine, qui sont aussi agonistes des récepteurs I1, osimidazoline.
ce qui fait qu'ils auront pas mal d'effets indésirables comme la sécheresse buccale et la somnolence avec la clonidine, ou encore des troubles neurologiques avec dépression pour la rilménidine. L'autre indication possible des agonistes alpha-2 est en ophtalmologie, avec l'apraclonidine et brimonidine qui sont des collyres utilisés contre le glaucome. On passe maintenant aux agonistes bêta-1 qui, je vous rappelle, sont des récepteurs présents principalement dans le cœur et leur activation permet la stimulation cardiaque et ça sera l'effet de la dobutamine qui est un sympathomimétique injectable dans des situations d'insuffisance cardiaque par exemple. Donc là on revient sur l'effet sympathomimétique. Les agonistes bêta-2, on l'a vu, sont principalement utilisés comme bronchodilatateurs pour traiter l'asthme avec le salbutamol, formoterol, salméterol, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les anti-asthmatiques où je détaille leur mécanisme d'action. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. On a fini avec les agonistes, on va passer aux antagonistes adrénergiques. Comme les agonistes alpha-1 traitent les hypotensions orthostatiques, eh bien les alpha-bloquants feront l'inverse et seront indiqués contre les hypertensions artérielles. Et aussi les phénomènes de Raynaud où on retrouve une vasoconstriction périphérique, surtout quand il fait froid au niveau des doigts. En fait, les doigts n'auront pas une irrigation sanguine suffisante. Ce sont la prazosine et l'urapidil. Et donc les alpha-bloquants vont pouvoir vasodilater les vaisseaux pour avoir une meilleure irrigation. Ils ont aussi une application en urologie contre l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ils vont permettre de diminuer la pression urétrale et diminuer la résistance au flux urinaire lors de la miction. En gros, ils atténuent les symptômes liés à l'hypertrophie de la prostate. Ce sont l'alfusosine, tamsulosin et silodosine. Les antagonistes alpha-2 ne sont pas trop représentés, mais il existe la yohimbine utilisée en urologie contre les dysfonctions érectiles. Passons maintenant aux antagonistes des récepteurs bêta, qui sont les bêta-bloquants. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas trop rentrer dans les détails car ce serait trop long. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. Ils ont des indications cardiovasculaires contre des pathologies comme hypertension artérielle, insuffisance cardiaque ou troubles du rythme. Les bêta-1 bloquants sont dits cardiosélectifs, c'est-à-dire qu'ils agissent principalement au niveau du cœur sur les bêta-1, mais il reste quand même une toute petite action sur les bêta-2. Ce sont l'athénolol, bisoprolol, etc. Et ensuite, les bêta-1 et bêta-2 bloquants sont non cardiosélectifs, puisqu'ils peuvent agir autant sur les récepteurs bêta-1 que les bêta-2, et ils sont réputés pour avoir plus d'effets indésirables. Ce sont par exemple le propranolol, sotalol, etc. Ils ont également une application en ophtalmo pour traiter les glaucomes. Ils seront utilisés en local sous forme de collyres, comme le timolol et cartéolol. Ça peut être des antimigraineux, comme le propranolol. Je n'ai pas cité tous les médicaments qui existent, ce sont des exemples, mais j'explique beaucoup mieux les bêta-bloquants dans la vidéo sur le sujet. Voilà pour le système adrénergique, j'espère que la vidéo a été claire. Je vais publier des vidéos sur les autres systèmes et je mettrai les liens en bas. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.